C'est le second invité. Bruno Kaïmoua, bonjour. Bonjour Fabien. Vous êtes expert en relations internationales. Ce matin, nous tentons d'analyser ce sujet par un questionnement par moments difficile. Mais dans un premier temps, on commence par l'Éthiopie. Addis Abeba épargnait les rebelles tigréens qui étaient à 200 mètres d'Addis Abeba. 200 km, oui. 200 km, oui. Excusez-moi, ont essuyé un revers. Le Premier ministre éthiopien était même au front. Vous l'avez vu, il était un vrai commandant. Et pourtant, les grandes puissances et beaucoup de pays avaient déjà appelé leurs ressortissants à quitter Addis Abeba. Qu'est-ce qui aurait changé la donne, selon vous, vous qui suivez l'actualité encore? Oui, Fabien, ce qui se passe en Éthiopie montre à suffisance que le peuple éthiopien est mature. C'est vrai le peuple peut, aujourd'hui, on peut manipuler un peuple, mais on ne sait pas aller plus loin lorsqu'on a affaire à un peuple mature comme le peuple éthiopien. Donc, pour bien comprendre le conflit éthiopien, il ne faut pas oublier une chose. Il faut savoir qu'aujourd'hui dans le monde, c'est connu par les grands analystes, que les puissances occidentales ne veulent pas voir des pays africains se développer. Parce que le développement des pays africains affecte de manière négative la stabilité économique, politique, européenne. Et donc, ça c'est connu au niveau le plus élevé. Et l'Éthiopie faisait partie déjà des modèles au niveau du continent africain. Et ceux qui ne veulent pas voir des pays africains émerger ont dit monter des stratégies pour anéantir, pour bloquer le processus de développement de l'Éthiopie. Mais tous viennent pour venir en Afrique, tous passent par là, influencer les décisions au niveau de l'Union africaine. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, son siège c'est à Addis Abeba. On ne peut pas avoir un ambassadeur d'un pays comme la RDC. Vous vous souvenez autrefois, Nyamugabo, c'était 3 fois, c'était 3 ordonnances. Ambassadeur de la RDC auprès de l'État éthiopien, auprès de l'Union africaine comme représentant permanent et auprès de la Commission économique de l'Union économique des Nations Unies pour l'Afrique. 3 ordonnances. Aujourd'hui, c'est ambassadeur Ngandou qui est là. Alors, c'est quand même une plaque tournante de la politique africaine. Lorsqu'il y a des décisions à prendre, les hôtels à Addis Abeba sont pleins. J'ai assisté lorsque Moussa Faki a été élu ou désigné président de la Commission de l'Union africaine, après Nkosazana, quelques Français dans la salle là où j'étais ont crié, même des journalistes, ça y est, on a gagné, pour dire c'est un pays africain colonisé par la France qui vient d'avoir, un pays francophone qui vient d'avoir la commission de l'Union, la tête de l'Union, de la commission de l'Union africaine. Alors comment ont-ils osé accepter la déstabilisation en équipant les Tigréens pour déstabiliser un pays comme celui-là? Oui, Fabien, laisse-moi d'abord décrire quelque chose que personnellement j'ai été témoin. Donc, je suis professeur à l'INBTP. À l'INBTP, je suis aussi le chef du bureau de la coopération. En 2016, le DG de l'INBTP m'avait donné une mission de penser à un projet pour amener nos ingénieurs à aller voir des réalisations qui se font ailleurs. Je me suis chargé de ce projet. J'ai pensé à un projet pour que nous puissions aller visiter Addis et ses merveilles. Et le projet a abouti. On était soutenu par Ethiopian, 15 enseignants de l'INBTP. Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines. Oui. 15 enseignants de l'INBTP, nous avons quitté la RDC pour aller passer 2 semaines à Addis Abeba. Je vis les réalisations du Premier ministre lors de son premier mandat. On a été témoins de ça. Donc, nous sommes arrivés à Addis, on a été logés. On a fait 1 semaine en train de visiter les réalisations à Addis Abeba et en dehors
d'Addis Abeba. On a visité la plus meilleure école d'Afrique dans le domaine du pilotage. On a visité les infrastructures. On a visité des cités, des espaces entiers comme la commune de Kinshasa qui, il est arrivé, il dit toute la population doit quitter. Il construit des infrastructures pour aller loger. Mais les gens qui sont délogés sont dédommagés. Mais on vous dit, par exemple, dans le cas de Kinshasa, on vient, on fait pratiquement les statistiques. Donc, on comptabilise toute la population, toutes les familles qu'il y a dans la commune de Kinshasa ou de Lingwala. Et puis, on vous dit, dans une année, on va aller vous reloger dans un autre endroit parce qu'on veut raser toute la commune de Kinshasa ou de Lingwala. Et personne ne s'était plaint. Ce n'est pas de la science-fiction. Nous avons visité, les 15 personnes se trouvent à l'INBTP. Nous avons visité ce village. Je me rappelle même qu'à un certain moment, je te l'interprète du groupe, quand l'Éthiopien qui était en train de nous expliquer que ce village a été construit par le Premier ministre, quelques ingénieurs qui étaient dans le groupe se fâchaient même pour dire comment on peut appeler ça village. Et je me rappelle pour aller plus loin. La diaspora fait un travail énorme. Des quartiers entiers construits par la diaspora au moyen de ses cotisations. La diaspora a des banques sur place. Les banques de la diaspora éthiopienne. Ce n'est pas des gens qui se chamaillent, qui empêchent les artistes de se produire ailleurs. Je me rappelle, Fabien, qu'à l'époque, un des ingénieurs qui était un des enseignants de l'INBTP avait posé la question de dire si chez nous ce qui s'est fait a été appelé 5 chantiers, quel est le nom que l'on va donner à tous ces chantiers que ce Premier ministre a fait? Et une autre personne du groupe avait dit 1000 chantiers. Et donc si chez nous on parlait de 5 chantiers, c'est que le Premier ministre éthiopien a réalisé, on pouvait appeler ça. Parce qu'on était nous-mêmes témoins, on avait vu. Et alors, une personne comme ça qui a réussi dans un laps de temps à transformer la vie... fait la loi là-bas avec les PME, PMI dans le domaine de vestimentaire, oui, chaussures, habits et autres. Nous avions visité la zone économique spéciale d'Addis, où il y a des infrastructures et des industriels que vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais il faut quand même que je dise quelque chose. Quand on était en train de visiter la zone économique spéciale d'Addis Abeba, cette zone est dominée par les entreprises chinoises. Et c'est un des problèmes que le Premier ministre actuel a eu. Il a été piégé d'abord, après avoir fait toutes ses réalisations, on l'a piégé, on lui a donné le prix Nobel de la paix, pour le provoquer après, pour dire s'il est têtu, il va se contenter de son prix Nobel de la paix, parce qu'un prix Nobel de la paix ne peut pas être un va-t-en-guerre. Mais au nom du patriotisme qu'il a, ce monsieur a pris le prix Nobel de la paix, il l'a mis dans le tiroir, il a mis son treillis pour aller défendre son pays au front. Et ceux qui voulaient lui compliquer la vie ont tenu à ce qu'il soit neutre. Mais lui, il a si tissé des alliances. Il s'est tourné aujourd'hui, soutenu par la Chine, soutenu par la Turquie, soutenu par l'Iran. C'est ceux qui lui ont donné beaucoup plus de force pour arriver au niveau de prendre le devant de la scène sur le rebelle tigréen. Le Congo est très très proche, pour fermer cette parenthèse, ou cette façon très... Le Congo est très proche de l'Éthiopie. Vous connaissez notre histoire ne date pas d'aujourd'hui. Mobutu leur a fait beaucoup de cadeaux. Notre ambassade, c'est... gigantesque en marbre à Addis Abeba, mais la force publique a beaucoup aidé l'armée éthiopienne pendant sa guerre contre l'Italie. Vous vous souvenez des Gambela, Éthiopie, comment on appelle encore? Bien évidemment, Gambela, Éthiopie, Sayo. Et bien évidemment, ce sont les forces congolaises. Maintenant, l'Union africaine, avec à la tête Tshisekedi, Félix, a activé une diplomatie à Addis Abeba. Est-ce que cette diplomatie a porté dans le succès que connaît aujourd'hui Addis Abeba? Je crois qu'au début, il y avait des hésitations, des tâtonnements, parce que dans cette guerre, si on voit tout ce qui est en train de se passer, si on va au fond de la question, il y a aussi la question de ces grands barrages de renaissance que l'Éthiopie a créés pour venir appuyer
et son développement, que l'Égypte n'est pas prêt à voir s'exécuter, que les Soudanais aussi ne veulent pas. À un certain moment, la diplomatie congolaise a eu de la peine pour faire avancer cette question de négociation. Mais au moment où la situation se trouve, je crois que les priorités des Éthiopiens n'est plus dans la résolution de conflit de ces barrages. Ils sont plus en train de travailler pour chercher à mettre fin à la guerre qui leur est imposée. Et moi, je félicite la population et les politiciens éthiopiens parce qu'ils ont montré la force de solidarité pour travailler afin que l'intérêt national ne puisse pas être bafoué, ne puisse pas être marginalisé par les rebelles qui sont en train de défendre des causes qui ne sont pas justes. Et voilà, on ferme cette parenthèse, c'était juste pour nous permettre de faire une corrélation avec les grands lacs dont l'instabilité connue de tous il y a donc plus de 2 décennies. Bruno Kayimoa, l'Ouganda a toujours qualifié la mission de l'ONU au Congo comme étant une mission touristique dans beaucoup de sommets et au pays, sur le continent et ailleurs. Maintenant que le Kinshasa a invité justement l'armée ougandaise dans les frappes conjointes, peut-on dire que l'Ouganda a reçu quand même une mission de Washington pour pouvoir en finir en nous aidant avec les groupes armés? Bien, la question de l'inefficacité des forces onusiennes, ce n'est pas seulement question des Ougandais. Tout observateur averti, il sait que ces gens, s'il n'y a plus de guerre à l'Est, ils n'auront plus du travail. Et donc, ils sont là. De la déclaration de Museveni, oui. Nous sommes là, ce n'est pas pour une semaine, 2 semaines. Hein. Au-delà des ADF, on ne voit plus dans les radars, est-ce que ce n'est pas déjà une autre option pour les Grands Lacs pour mettre fin aux groupes armés? Je vous assure que moi, je ne suis pas parmi ceux-là qui sont en train de condamner le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir déclenché cette opération. Je suis en train de vouloir comprendre ce qu'il y a derrière sa stratégie. Et le président de la République a toujours montré ses capacités et ses atouts de faire aboutir ces politiques. Et donc, en acceptant d'inviter les troupes ougandaises chez nous, et en acceptant de lancer les opérations de construction de la route qui va nous relier avec l'Est, il doit y avoir une stratégie bien ficelée qui est conçue ou qui a été conçue au niveau le plus élevé pour pouvoir mettre fin à la guerre. Parce que ça ne profite pas aux Ougandais de voir ces ADF continuer. Ça peut profiter à quel pays? À mon avis, ça peut profiter aux Rwandais. Et donc, quel est le pays qui se plaint par rapport à ces opérations? C'est le Rwanda. Pourquoi le Rwanda se plaint? On ne sait pas. Attendons voir. Peut-être que le temps finira par nous dire la vérité. Mais moi, je crois sincèrement que la stratégie telle qu'elle est ficelée, les choses telles qu'elles sont en train d'être faites, c'est pour l'avantage de la République démocratique du Congo. C'est vrai que nous avons un passé triste avec l'Ouganda, mais nous sommes en politique. Quand on définit les stratégies, quand on monte les alliances, à un certain moment, il faut savoir oublier le passé pour savoir travailler sur une stratégie qui peut vous apporter des résultats beaucoup plus fiables. Laissez-moi ouvrir juste une petite parenthèse pour dire, oui. Il n'y a pas longtemps, le président, au courant de cette semaine, le président américain a convoqué un sommet sur la démocratie où le président Tshisekedi a participé et la République démocratique du Congo a participé. Mais ce que les gens oublient, c'est que parmi les pays qui n'ont pas été appelés à participer à ce sommet, il y a le Rwanda. Qu'est-ce qui se trame derrière le contexte? Kagame n'a pas été invité. Il n'a pas participé, il n'a pas été invité et il ne sera pas invité à la partie présentielle qui aura lieu dans les jours à venir aux États-Unis d'Amérique. Est-ce que Tshisekedi n'y a pas participé
puisque président en exercice de l'Union africaine. C'est la République démocratique du Congo, Fabien, qui a été invitée. Ça c'est dit de manière claire. Lisez la presse, allez sur la page web de l'ambassade des États-Unis, allez sur la page web de la Maison Blanche. C'est le pays qui a été invité avec son président parce qu'il y a quand même une dynamique démocratique qui inspire l'avancée du processus démocratique chez nous. Et donc, des pays comme le Rwanda n'ont pas été conviés à cette grande messe. Le fait que le Rwanda et son président ne soient pas invités, qu'est-ce que cela signifie? Les Américains sont déjà en train de comprendre qu'au niveau de la région de Grand Lac, les pays qui sèment trop du désordre, les pays qui veulent que les conflits perdurent, c'est le Rwanda. Et alors, nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin. Derrière Kigali, il y a ce qui amène des grands hommes aux affaires, à la Maison Blanche, à l'Élysée. Non, Fabien. Voilà. Écoute, la dynamique est en train de changer. Voyons les choses telles qu'elles sont en train de se passer. Attendons voir d'abord où est-ce que cette stratégie va nous amener. Mais moi, je suis convaincu que la stratégie telle qu'elle a été montée en République démocratique du Congo, elle va nous amener vers un lendemain immédiat. Voilà, parce que vous parlez des États-Unis, l'avant-dernière question. Est-ce que Washington a préféré investir dans les forces ougandaises pour cette mission que de faire confiance aux forces onusiennes? Bien, je crois moi qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau des États-Unis d'Amérique. N'oublions pas une chose. Les États-Unis d'Amérique venaient de lancer une alliance avec la Grande-Bretagne et l'Australie. Ils ont organisé les sommets sur la démocratie. Ce n'est pas pour rien. C'est pour contrer la montée en puissance de la Chine. Et je vais vous dire que depuis avant-hier, la première puissance économique mondiale, ce n'est plus les États-Unis, c'est la Chine. Et donc, tout ça fait trembler les États-Unis et les États-Unis sont en train d'accélérer la situation pour maintenir au moins leur position dans cet échiquier mondial. Et alors, ils ne veulent plus traiter avec n'importe qui et faire n'importe quel type de bêtises. Ils ont abandonné l'Afghanistan, sont les talibans aux affaires. Ils n'ont pas réussi en Orient avec l'affaire. Bachar al-Assad est toujours aux affaires. Le maître du Proche-Orient, c'est maintenant le maître du Kremlin. Donc, vous voulez dire que les États-Unis se sont maintenant tournés vers l'Afrique? Les États-Unis sont en train de corriger certaines erreurs. Malheureusement, ils sont en train de les faire avec retard. Qui ont fait à ce qu'ils ne soient pas bien acceptés par les populations. Parce que quand on est une puissance, il faut savoir aussi chercher à travailler pour la paix. Et donc, attendons voir, le monde est dans une dynamique de changement incroyable. Je viens de vous le dire ici qu'il y a 2 jours, les statistiques ont montré sur plusieurs articles au niveau international que désormais la première puissance économique mondiale, c'est la Chine. Et ça inquiète les États-Unis de se voir arracher cette première place économique. Peut-être qu'il va leur rester la puissance militaire, mais les Chinois n'ont pas encore dit leur dernier mot. Justement, alors avec vous, on pourra, ou une autre personne reviendra sur ce plateau pour une lecture apprivoisée de la donne politique avec une redéfinition des enjeux géostratégiques depuis la Corne de l'Afrique jusqu'au Grand Lac. Avec plaisir. Merci d'être venu. Kaïmoua Maneno Brino, je rappelle que vous êtes spécialiste de relations internationales. Vous êtes professeur. Bon, voilà. Plus l'espagnol là. Merci Fabien. Très bonne journée. Merci. Nous jetons l'encre avec espoir de vous retrouver demain avec le même plaisir. Très bonne journée.